La Corée du Nord projette une image impénétrable. Depuis l'extérieur, à peine filtre des données, images ou témoignages qui révèlent comment fonctionne réellement le pays. Mais ce qu'elle parvient à cacher derrière ce silence est un système où la répression n'est pas une réponse à la dissidence, mais la base même du pouvoir. Pendant des décennies, le régime a opéré sans opposition interne visible, sans reddition de comptes et sans témoins. Les institutions sont conçues pour détruire toute forme d'autonomie avant qu'elle n'arrive à se manifester. Il n'y a pas d'échappatoire possible, ni même pour ceux qui n'ont jamais commis un acte. Il suffit d'exister au mauvais endroit ou dans la mauvaise famille. Quelle réalité se maintient intacte quand aucun témoin ne parvient à sortir vivant? Comment fonctionne un système qui n'a pas besoin de justifier ses actes devant personne? Et quelles atrocités sont commises en Corée du Nord? L'État qui tue, domination absolue sans fissure. Au cœur de l'Asie orientale existe un pays où le contrôle absolu n'est pas une aspiration politique, mais une réalité mathématique. 25 millions de personnes vivent sous un système qui a perfectionné l'art de la répression jusqu'à la convertir en science exacte. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'existe pas un parlement fonctionnel, il n'y a pas de tribunaux indépendants. Tout l'appareil gouvernemental repose sur une seule figure, Kim Jong-un, héritier d'une dynastie qui a commencé en 1948 et qui a transformé une nation en son expérience privée de domination humaine. La machinerie répressive nord-coréenne fonctionne à travers 3 organismes qui opèrent comme une trinité de la terreur. Le Parti du travail de Corée contrôle chaque nomination, chaque décision administrative, chaque pensée permise. Son bureau d'organisation et de direction agit comme le cerveau invisible qui détecte toute déviation idéologique au sein de l'élite. Si un ministre ne pleure pas avec suffisamment de conviction pendant un acte officiel, si un général montre le moindre geste d'indépendance, l'OGD l'identifie, le classifie et l'élimine. Le deuxième pilier est le ministère de la Sécurité de l'État, qui opère comme une combinaison létale entre services secrets, police politique et parquet. Il ne se limite pas à surveiller, il pénètre. Ces agents supervisent les conversations privées, réalisent des inspections surprises dans les foyers, monitorisent les expressions faciales pendant les événements publics. Ils maintiennent un réseau d'informateurs civils organisé en cellules de surveillance appelées Inminban, où chaque quartier, bâtiment et usine a un responsable qui rapporte tout commentaire suspect, organise des réunions d'autocritique idéologique et révise les maisons voisines. Le troisième élément est l'armée populaire de Corée, qui transcende sa fonction militaire pour se convertir en bras idéologique, économique et logistique du régime. Avec plus d'1 million de soldats actifs, elle ne s'entraîne pas seulement pour la guerre. Elle cultive le riz, construit l'infrastructure, dirige des usines, réalise des arrestations. Sous la doctrine Songun, les militaires ne servent pas l'État. L'État existe pour servir les militaires, et les militaires existent pour servir le leader. Cette structure ne permet pas de fissure. Le culte de la personnalité de Kim Jong-un n'est pas une admiration spontanée, mais une construction systématique imposée depuis le berceau. Dans chaque logement, bureau, usine et salle de classe, il est obligatoire d'accrocher des portraits officiels de Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un. Ces portraits doivent être placés plus haut que tout autre objet, immaculément propres, parfaitement encadrés. Les agents étatiques réalisent des inspections non annoncées pour vérifier le respect. Pendant les actes officiels, on exige d'applaudir avec une intensité mesurable. Il ne suffit pas de taper mécaniquement des mains, on enregistre les expressions faciales, on mesure l'enthousiasme, on chronomètre la durée des applaudissements. Le ministre de la Défense Yoon Yong-chol fut exécuté en 2015 pour s'être endormi pendant une intervention de Kim Jong-un. Son exécution fut réalisée avec un canon anti-aérien devant des centaines de militaires. La censure opère comme un isolement informatif total. Le réseau interne Kwangmyong contient uniquement du contenu approuvé par l'État. Il n'y a pas de réseaux sociaux, on ne peut pas consulter de médias étrangers, la télévision et la radio sont complètement contrôlées. Le journal officiel Rodong Sinmun publie quotidiennement des louanges aux leaders, des messages idéologiques et des attaques au capitalisme. Pour garantir cette censure, on réalise des contrôles périodiques de téléphones cellulaires, mémoires USB et bibliothèques personnelles sans préavis. Les citoyens sont entraînés à se dénoncer mutuellement à travers le système Inminban.
Les enfants en âge scolaire peuvent être utilisés pour identifier des déviations familiales. S'ils répètent en classe des phrases comme « Ma maman a dit qu'en Chine il y a plus de nourriture », les maîtres rapportent au ministère de l'Éducation. Cette surveillance mutuelle génère une société où chaque conversation, chaque geste, chaque pensée exprimée peut se convertir en preuve criminelle. Le système de classification sociale Sangbun complète cette architecture répressive. Implémenté officiellement depuis 1957, il divise la population en 3 catégories héréditaires. Loyaux, ceux dont les familles ont servi le parti depuis la Révolution. Vacillants, ceux avec des antécédents idéologiques douteux. Et hostiles, ceux avec des antécédents de collaboration avec des puissances étrangères, pratiques religieuses ou parentés avec des personnes accusées de crimes idéologiques. Un citoyen peut être classifié comme hostile simplement parce que son arrière-grand-père a commercé avec des Japonais pendant l'occupation, parce qu'un cousin éloigné fut exécuté comme traître ou parce qu'un parent fut capturé tentant de traverser la frontière chinoise. Les décisions de Sangbun ne sont pas révisables, ne sont pas sujettes à appel, ne peuvent pas être modifiées moyennant une conduite exemplaire. Cette classification détermine l'accès au logement, à l'alimentation, à l'éducation, au travail, à la localisation géographique, au permis de voyage et, en dernière instance, la vie ou la mort. Cette machinerie n'existe pas pour servir les citoyens existent pour servir la machinerie. Depuis les étudiants jusqu'aux généraux, depuis les agriculteurs jusqu'aux médecins, tous doivent démontrer une loyauté constante, visible et prouvable. L'appareil répressif ne se repose pas parce qu'il n'a pas besoin de montrer sa force constamment. Son pouvoir réside dans son omniprésence, dans la certitude que chaque acte, chaque mot, chaque pensée est en train d'être observé, classifié et archivé. Dans cette nation, l'État ne commet pas de crime. Il définit ce qui constitue un crime. Il ne viole pas les droits humains. Il détermine ce qui est humain et ce qui mérite des droits. La machine de répression de Kim Jong-un a atteint une efficacité qui transcende la brutalité commune pour se convertir en quelque chose de plus dangereux. Un système parfaitement fonctionnel de domination totale. Exécution publique, mort exhibée comme avertissement. Le stade se remplit lentement. 20 000 personnes occupent les gradins sous un ciel gris d'hiver. Elles ne sont pas venues par choix propre. Elles ont été convoquées par leurs superviseurs de travail, par les comités de quartier, par les directeurs de leurs écoles. Au centre du terrain, une chaise roulante grinçante transporte un jeune de 17 ans. Sa bouche est bâillonnée, ses mains attachées. Sa mère, parmi la foule, contient ses larmes tandis que 3 soldats pointent leurs mitrailleuses vers la poitrine de son fils. 9 coups résonnent dans l'air gelé. La poitrine de l'adolescent explose. Un soupir collectif parcourt les gradins, suivi de silence, et puis par un applaudissement frénétique qui dure 10 minutes complètes. Le crime de ce jeune fut d'écouter de la musique pop sud-coréenne. En Corée du Nord, les exécutions publiques ne sont pas des incidents isolés, elles sont des actes étatiques planifiés, scénarisés et utilisés comme outil pédagogique d'intimidation massive. Les scénarios sont sélectionnés stratégiquement pour maximiser l'impact psychologique. Stade avec une capacité pour 25 000 spectateurs, cours d'école où étudient des centaines d'adolescents, marchés ruraux où se rassemblent des familles entières, places urbaines au cœur des villes. Le Sosan Stadium à Pyongyang a été témoin de multiples exécutions massives. En mars 2010, plusieurs hauts fonctionnaires furent fusillés là, incluant Pak Nam-gi, responsable d'une réforme monétaire qui causa de l'inflation. Les écoles et universités servent comme théâtre de l'horreur avec des audiences captives. Des jeunes sont amenés à assister au fusillage de camarades de classe accusés de distribuer du contenu sud-coréen. Dans la ville de Yesan, dans la province de Ryanggang, 3 adolescents furent exécutés devant 500 étudiants. Leurs camarades de classe furent forcés de rester en silence absolu, tandis que les balles traversaient les corps de ceux qui, quelques jours avant, partageaient des pupitres et des conversations. L'objectif transcende l'élimination de l'individu accusé. Chaque mort se convertit en un rituel collectif d'intimidation, conçu pour renforcer l'obéissance à travers la terreur partagée. Les victimes ne sont pas transférées en secret. Elles voyagent dans des véhicules militaires, gardés par des soldats armés, exhibés devant la population comme avertissement vivant. L'approbation, en 2020, de la loi contre la pensée réactionnaire
intensifia dramatiquement la répression sur la consommation de culture étrangère. Cette législation établit la peine de mort pour ceux qui distribuent ou consomment des matériels idéologiquement corrompus, spécialement du contenu sud-coréen. Un jeune de 22 ans fut fusillé publiquement pour avoir écouté 70 chansons sud-coréennes et partagé 3 films avec d'autres jeunes. L'acte fut réalisé dans la province de South Hwanghae, devant plus de 1000 personnes. Le cas le plus bouleversant impliqua 30 adolescents entre 16 et 18 ans, exécutés dans des places publiques de Hyesan, Sinuiju et Chongjin. Leur crime consista à avoir téléchargé du contenu sud-coréen depuis des mémoires USB lancées en ballon depuis le sud. Les exécutions furent ordonnées directement par un haut fonctionnaire du parti après avoir reçu des rapports du réseau de surveillance scolaire. La procédure d'exécution suit un patron ritualisé qui amplifie sa fonction propagandiste. Premièrement, la lecture de charges moyennant des haut-parleurs qui énumèrent les crimes utilisant des phrases comme « contaminer la morale socialiste »,« trahir la pensée juche » ou « infecter la jeunesse avec des idéologies ennemies ». Le condamné se place à genoux ou debout avec les mains attachées dans le dos. 3 soldats de l'armée populaire de Corée se positionnent à une distance entre 6 et 10 mètres et tirent 3 fois chacun, totalisant 9 impacts dirigés à la poitrine et à la tête. Après l'exécution, on émet un message d'avertissement qui réitère l'implacabilité révolutionnaire contre la corruption morale. Les assistants doivent applaudir à la fin de l'acte. Ceux qui n'applaudissent pas ou montrent des signes de perturbation émotionnelle sont observés par des agents infiltrés parmi le public. Bien que le régime interdise d'enregistrer ces actes, il existe des reconstructions précises basées sur des déclarations de témoins. Des organisations comme Amnesty International et Transitional Justice Working Group ont interviewé des dizaines d'ex-soldats et civils qui assistèrent à des exécutions. Plusieurs dessins réalisés par des déserteurs montrent la disposition des éléments. Estrades de bois, bancs improvisés pour le public, haut-parleurs installés sur des poteaux, soldats formés en ligne, les corps, après être fusillés, sont retirés dans des sacs noirs. Dans d'autres cas, ils sont laissés pendant des heures sur la place comme message explicite à la population. Les familles ne reçoivent pas de notification officielle, ne peuvent pas réclamer les restes, n'ont pas droit au deuil. Les provinces les plus affectées sont Ryanggang, North Hamgyong et South Pyongan, régions frontalières où la pénétration culturelle sud-coréenne est plus fréquente due à la proximité avec la Chine. À Honsong, 2 agriculteurs furent exécutés pour cacher une radio qui captait des émissions depuis le sud. À Chongjin, un jeune de 19 ans fut fusillé pour montrer à ses amis une chanson du groupe BTS. À Sinuiju, une femme fut exécutée pour vendre des cosmétiques importés de Chine, considérés symboles décadents. La sélection du public n'est pas aléatoire. Le régime décide soigneusement qui doit assister à chaque exécution pour maximiser l'impact social. Étudiants de secondaire et université sont transportés par leurs institutions éducatives. Les familiers du condamné doivent assister à l'exécution sans manifester d'émotion visible. Pleurer ou crier peut résulter en châtiment additionnel. Voisins et travailleurs sont mobilisés par des comités locaux qui incluent des employés d'usines, des paysans et des fonctionnaires de partis. Cette sélection stratégique multiplie l'impact social en répartissant la terreur entre les cercles les plus proches du condamné, garantissant un réseau de surveillance interne spontanée alimenté par la peur. Chaque exécution publique constitue une affirmation politique multiple. Elle confirme le contrôle absolu de l'État sur la vie et la mort, réaffirme que l'idéologie est au-dessus de l'humanité, élimine la possibilité de dissidence non seulement moyennant la force mais moyennant l'exemple visible. La peur générée se transmet à des générations entières. Les témoins, même des années après, conservent chaque détail gravé dans leur mémoire. L'odeur de poudre, le silence préalable au coup, l'écho qui résonne dans le stade vide après l'applaudissement forcé. Les exécutions publiques nord-coréennes transcendent la fonction punitive pour se convertir en une stratégie sophistiquée de contrôle collectif. À travers le spectacle de la mort, le régime imprime son pouvoir sur l'esprit de chaque citoyen, transformant la terreur individuelle en peur sociale généralisée qui perpétue l'obéissance absolue. Camp de châtiment, répression convertie en système. Dans les montagnes du nord de la Corée, où le vent gelé balaie des vallées cachées et les arbres poussent tordus par le froid permanent, existent des lieux qui n'apparaissent pas sur les cartes officielles.
Ce sont des zones encerclées par des grillages doubles, surveillées par des tours de ciment, entourées par des champs minés. Depuis l'espace, les images satellitaires révèlent des rectangles gris coupés dans le paysage naturel, avec des baraquements alignés, des cheminées industrielles et des chemins de terre qui ne mènent nulle part. Ce sont les camps d'internement de Corée du Nord, installations conçues non pour réhabiliter, mais pour détruire systématiquement la condition humaine. Le système carcéral nord-coréen opère avec deux catégories distinctes d'horreurs institutionnalisées. Les Kwan-Lee-so, connus comme centres de contrôle, sont des camps de prison politique administrés par le ministère de la Sécurité de l'État. À ceux qui entrent, on les considère ennemis permanents du peuple, envoyés par simple association familiale avec de présumés traîtres. Ils n'ont pas de date de sortie programmée. Une fois à l'intérieur, la seule libération est la mort. Les Kyowaso, dénommés centres de rééducation, constituent des prisons pénales administrées par le ministère de la Sécurité populaire. Ici, on interne des personnes condamnées pour délits idéologiques mineurs, écouter de la musique étrangère, consommer des produits capitalistes, montrer des comportements antisocialistes. À la différence des Kwan-Lee-so, les Kyowaso ont des délais définis, généralement entre 3 et 15 ans. Cependant, très peu de survivants parviennent à retourner dans des conditions normales. Les images satellitaires ont identifié au moins 6 camps politiques actifs. Le camp 14, situé à Kaichon, province de South Pyongan, occupe approximativement 155 km² et abrite entre 15 000 et 20 000 prisonniers. C'est un complexe mixte qui combine des travaux forcés en minage, manufacture textile et agriculture de subsistance. Le camp 15, connu comme Yodok, s'étend sur plus de 370 km² dans les montagnes de South Hamgyong. Pendant sa période de maximum opération, il abrita jusqu'à 50 000 personnes, incluant femmes, enfants et personnes âgées. Il était divisé en zones différenciées, sections de châtiment pour prisonniers considérés irrécupérables et aires de rééducation où quelques internés pouvaient, théoriquement, être libérés après avoir démontré un repentir idéologique. Le camp 16, dénommé Hwasong, est le plus étendu en termes géographiques, couvrant plus de 550 km². Il se dédie exclusivement aux prisonniers politiques de haut risque, beaucoup d'entre eux ex-fonctionnaires du parti qui perdirent la faveur du leadership. Les images satellitaires révèlent des tours de surveillance espacées chaque 100 mètres, des zones étendues de coupes d'arbres, des mines de charbon et des complexes industriels où les prisonniers manufacturent des produits pour exportation. Les conditions de vie à l'intérieur de ces camps redéfinissent les limites de la cruauté institutionnalisée. Les prisonniers doivent travailler entre 12 et 16 heures quotidiennes, sans jours de repos, sous des conditions climatiques qui oscillent entre la chaleur extrême de l'été et des températures de 30 degrés sous zéro en hiver. Les tâches incluent exploitation de mines de charbon sans ventilation adéquate, construction de digues utilisant uniquement des outils rudimentaires, et travail agricole manuel sur des terrains montagneux. Le travail est lié directement au système de châtiment interne. Si un prisonnier ne remplit pas sa quote de production quotidienne, il reçoit des châtiments physiques, réduction d'alimentation ou est envoyé à des cellules souterraines d'isolement. Les quotes s'établissent au-dessus de la capacité physique humaine normale, garantissant que la majorité des internés soient châtiés régulièrement. L'alimentation quotidienne consiste en une tasse de soupe aqueuse de maïs ou soja et une portion de riz qui ne dépasse pas les 200 grammes. Les prisonniers complètent cette diète avec des rats, insectes, écorces d'arbres et racines qu'ils trouvent pendant les journées de travail. Les morts par inanition sont si fréquentes que les corps s'empilent dans des hangars jusqu'à ce qu'on autorise leur enterrement en fosse commune. Les méthodes de torture appliquées systématiquement incluent des coups avec des baguettes de bois ou des câbles électriques, suspension du prisonnier du plafond pendant des heures, l'obliger à maintenir des positions accroupies sans bouger pendant plus de 24 heures et isolement dans des cellules obscures pendant des périodes de 10 jours. Les châtiments s'appliquent pour des infractions mineures comme regarder fixement un garde, ne pas saluer avec suffisamment d'enthousiasme ou simplement montrer des signes d'épuisement physique. Plusieurs témoignages documentent une expérimentation médicale systématique réalisée sur des prisonniers dénutris. Les expériences incluent des épreuves avec des composés chimiques non identifiés, des injections qui provoquent fièvre extrême, hémorragie interne et convulsions, et observation de réactions physiques devant des substances inconnues.
Dans le camp 22, d'ex-officiers de sécurité décrivirent l'expérimentation avec des gaz létaux dans des chambres scellées, appliqués à des familles entières pour observer les effets de différentes concentrations toxiques. Les femmes prisonnières souffrent de viols systématiques de la part de gardes et officiers. Celles qui tombent enceintes sont forcées d'avorter. Celles qui parviennent à accoucher doivent travailler enceintes jusqu'au moment de l'accouchement. Les bébés nés vivants sont séparés immédiatement de leur mère et disparaissent du registre officiel. Il n'existe pas de registre de naissance à l'intérieur des camps, convertissant ces enfants en non-personnes sans identité légale. Les témoignages les plus détaillés proviennent de déserteurs qui parvinrent à s'échapper. Shin Dong-hyuk naquit dans le camp 14 et ne connut pas d'autre réalité jusqu'à s'échapper à 23 ans. Il assista à l'exécution de sa mère et de son frère pour planifier une fuite. Lui-même fut torturé pendant des semaines et son corps conserve des cicatrices de brûlures et d'amputations. Son témoignage révèle que les prisonniers doivent déféquer dans les mêmes récipients où ils préparent des aliments et qu'il assista à la mort par inanition d'enfants de 8 et 9 ans. Kang Chol-wan fut interné dans le camp 15 pendant 10 ans. Son récit documente comment les gardes utilisent la faim comme outil de contrôle absolu, réduisant les rations jusqu'à des niveaux qui garantissent la mort lente. Il décrit le processus moyennant lequel les prisonniers perdent graduellement leur humanité, entrant en compétition entre eux pour des déchets de nourriture et se dénonçant mutuellement pour obtenir des privilèges minimes. Chaque camp fonctionne comme un microcosme perfectionné du système de contrôle nord-coréen. Des gardes armés patrouillent constamment les installations. Des haut-parleurs émettent des chansons révolutionnaires les 24 heures du jour. Les prisonniers doivent répéter des consignes idéologiques au réveil, avant les repas et avant de dormir. Il existe des caméras de surveillance, même dans les latrines communautaires. Les prisonniers n'ont pas accès aux papiers, crayons ni objets personnels d'aucun type. Les tentatives de suicide se châtient avec répression collective. Si un interné tente de sauter la vie, on détient 5 autres pour enquêter sur un supposé réseau de conspiration. Si quelqu'un tente de s'échapper, on sélectionne 10 prisonniers au hasard pour être exécutés comme message dissuasif. Les camps n'ont pas de morgue ni installation funéraire. Quand meurt un prisonnier, son corps est transporté par d'autres internés vers des forêts proches, où il est enterré en fosse commune sans identification ni marque. En hiver, les corps se congèlent et peuvent rester des jours sans être retirés. Les estimations actuelles indiquent qu'entre 80 000 et 120 000 personnes continuent internées dans ces camps. La majorité n'a pas été jugée formellement, ne connaît pas les charges spécifiques contre elle, n'a pas accès à représentation légale et ne sait pas quand, si jamais, elle sera libérée. Les images satellitaires captées entre 2020 et 2023 montrent expansion des zones agricoles à l'intérieur de plusieurs camps, construction de nouvelles installations industrielles et agrandissement des aires résidentielles pour gardes et administrateurs. Cette évidence suggère que le système n'est pas en train d'être démantelé, mais optimisé pour une plus grande efficacité productive. Les Kwanliso et Kyowaso ne sont pas des prisons en aucun sens conventionnel du terme. Ce sont des systèmes d'anéantissement humain institutionnalisés, conçus pour effacer l'identité individuelle, détruire les liens familiaux, éliminer la dignité personnelle et utiliser la terreur comme outil de contrôle social. Le régime ne cherche pas à réhabiliter les internés, il cherche à les détruire systématiquement tandis qu'il extrait la valeur économique maximum de leur dégradation. 3 générations condamnées, culpabilité, héritée comme sentence. Dans une cellule humide du camp 14, un enfant de 8 ans apprend à compter utilisant des pierres qu'il ramasse pendant ses journées de travail forcé. Il ne sait pas lire ni écrire, il ne connaît pas son nom de famille réel, il ne comprend pas pourquoi il vit entouré de grillages et tours de surveillance. Son seul crime fut de naître. Son grand-père, qu'il ne connut jamais, fut accusé de traîtrise à l'État il y a 30 ans. En Corée du Nord, la culpabilité s'hérite comme une maladie génétique qui se transmet de parent à enfant pendant 3 générations complètes. Le principe du châtiment intergénérationnel, connu comme Yeonjwa-je, constitue un des piliers les plus pervers du système répressif nord-coréen.
Inspiré de concepts asiatiques traditionnels de responsabilité collective, ce système établit que jusqu'à 3 générations d'une famille peuvent être châtiées pour un seul acte considéré idéologiquement dangereux. La prémisse fondamentale est que le mauvais sens hérite, que la pensée contre-révolutionnaire se transmet génétiquement et que la seule forme d'éradiquer la dissidence est d'éliminer complètement le lignage du dissident. Quand quelqu'un est accusé de traîtrise, espionnage, déloyauté au parti, ou crimes idéologiques comme pratiquer le christianisme ou consommer de la culture étrangère, seront aussi châtiés sa femme, ses enfants, ses parents et, éventuellement, ses petits-enfants. Il ne s'agit pas de châtiment symbolique ou exclusion sociale. Cela se traduit en arrestations massives, déportations forcées à des camps politiques, perte totale de droits civils et, fréquemment, exécution. La structure légale qui justifie cette application massive du châtiment collectif est le système de classification Sangbun, déjà mentionné dans le premier chapitre. Cependant, son application spécifique dans le châtiment générationnel mérite une analyse détaillée. Les 3 catégories héréditaires, loyaux, vacillants et hostiles, ne déterminent pas seulement des opportunités de vie, mais peuvent condamner des familles entières à l'extinction planifiée. Un citoyen peut être classifié comme hostile simplement parce que son arrière-grand-père commercia avec des Japonais pendant l'occupation, parce qu'un cousin éloigné fut exécuté comme traître ou parce qu'un parent fut capturé tentant de traverser la frontière chinoise. Les décisions de classification Sangbun ne sont pas révisables, ne sont pas sujettes à appel, ne peuvent pas être modifiées moyennant une conduite exemplaire. Le système est opaque, hérité et perpétuel. Le cas le plus documenté d'application du châtiment de 3 générations est celui de Shin Dong-hyuk, qui naquit dans le camp 14 de Kaechon et y vécut jusqu'à 23 ans. Son père avait été envoyé au camp pour des charges politiques jamais spécifiées. Sa mère était aussi prisonnière, condamnée pour liens familiaux avec des personnes accusées d'activités contre-révolutionnaires. Shin naquit à l'intérieur du camp, grandit sans connaître le monde extérieur, travailla depuis 6 ans dans des conditions d'esclavage et à 14 ans assista à l'exécution publique de sa mère et de son frère aîné, accusés de planifier une fuite. L'application du châtiment familial fonctionne comme politique d'État systématisée. Quand on découvre que quelqu'un a commis un crime idéologique, on active un protocole moyennant lequel des agents du ministère de la Sécurité de l'État viennent arrêter non seulement l'accusé, mais son noyau familial complet. Les familiers sont chargés dans des camions militaires, leurs propriétés confisquées, leurs emplois annulés, leurs registres civils marqués de manière permanente. Un officier de police qui déserta en 2013 raconta la procédure standard. Quand on capture un homme pour fuite ou contact avec des étrangers, on procède automatiquement à l'arrestation de sa femme, enfants et parents. Peu importe si les familiers connaissaient les activités de l'accusé, s'ils les approuvaient ou s'ils tentèrent de l'en dissuader. La parenté constitue preuve suffisante de culpabilité héréditaire. Dans un des cas documentés par Transitional Justice Working Group, une mère et sa fille de 9 ans furent envoyées au camp 15 après que l'époux fut capturé écoutant une émettrice étrangère. L'homme mourut en prison pendant la première année. La mère et la fillette passèrent 7 ans dans le camp avant d'être libérées pour manque de dangerosité démontrée. La fillette sortit sans savoir lire ni écrire, après avoir travaillé dans des champs agricoles depuis 10 ans, chargeant des pierres et ramassant des déchets organiques. Beaucoup de prisonniers politiques arrivèrent au camp sans avoir commis aucun acte personnel. Ils y naquirent, fils de parents qui y naquirent aussi, petits-enfants de grands-parents qui furent les seuls dans la famille qui furent réellement accusés de quelques crimes spécifiques. Ces enfants n'ont pas de registre civil, n'ont pas droit à éducation ni attention médicale, ne connaissent pas d'autres réalités que les murs, les rations minimes d'aliments et le travail forcé depuis l'enfance. Depuis 10 ans, ces enfants sont assignés à des tâches qui incluent ramassage d'excréments humains pour fertiliser des champs agricoles, charge de pierres pour des projets de construction, coupe d'arbres dans des forêts montagneuses et travaux textiles dans des ateliers sans ventilation. Les rapports du camp 22 de Hwaryong décrivent des taux de mortalité infantile supérieurs à 30% dans les 2 premières années de vie, non par maladie, mais par dénutrition, hypothermie et abus physiques systématiques. Le régime ne reconnaît pas ces enfants comme citoyens nord-coréens. Ils sont des produits collatéraux du système punitif, des non-personnes sans identité légale qui existent uniquement pour travailler jusqu'à la mort.
Ils n'apparaissent pas dans les recensements, n'ont pas de noms officiels, ne peuvent pas se marier ni former des familles. Ils vivent et meurent comme des fantômes bureaucratiques. La logique du châtiment de 3 générations n'est pas un vestige historique en processus d'abandon. Elle continue à s'appliquer de manière sélective mais systématique. Des cas documentés entre 2016 et 2023 montrent des arrestations de fils adolescents, épouses, neveux et même cousins éloignés de déserteurs qui parvinrent à s'échapper en Corée du Sud. Dans le rapport de 2023 du département d'État états-unien, plusieurs déserteurs expliquent comment, après s'être enfuis avec succès, leurs parents furent transférés à des zones reculées sans possibilité de contact postérieur. Le châtiment par parenté opère moyennant des ordres administratifs qui ne sont pas sujets à révision ni appel. Les décisions les prennent des comités du parti en combinaison avec des officiers du ministère de la Sécurité de l'État. Une fois déterminée l'origine dangereuse d'une famille, on exécute le transfert ou confinement, éliminant les affectés du registre civil et les laissant hors du système légal. L'application du châtiment générationnel suit une hiérarchie bureaucratique spécifique. Identification de l'accusé comme idéologiquement dangereux, traçage de ses liens familiaux jusqu'à 3 générations, exécution du protocole d'épuration par origine, approbation du transfert administratif à camp politique et élimination du registre civil. Les estimations d'organisations comme Human Rights Network for North Korea indiquent que jusqu'à 60% des prisonniers politiques actuels furent envoyés pour culpabilité héritée. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont là, ne connaissent pas les crimes spécifiques que supposément commirent leurs ancêtres, ne comprennent pas la connexion entre leurs souffrances présentes et des actes réalisés par des personnes qu'ils ne connurent jamais. On calcule que plus de 30 000 enfants naquirent à l'intérieur de camps politiques entre 1990 et 2023. Seulement quelques centaines parvinrent à sortir vivants et encore moins s'échappèrent du pays pour témoigner sur leurs expériences. La majorité de ces enfants meurent avant d'atteindre l'âge adulte, victimes des conditions systématiquement létales conçues pour garantir que les lignées sanguines hostiles s'éteignent naturellement. La politique de châtiment de 3 générations transcende la répression politique conventionnelle pour se convertir en un projet d'ingénierie sociale moyennant génocide sélectif. Il ne s'agit pas simplement de châtier des dissidents, il s'agit d'éradiquer la possibilité génétique de dissidence future. Le régime opère sous la prémisse que certains lignages sont intrinsèquement dangereux et doivent être éliminés complètement pour préserver la pureté idéologique de l'État. Cette pratique constitue un des crimes les plus systématiques et prolongés du régime nord-coréen. Ce n'est pas une déviation autoritaire ni un excès temporel, c'est un composant structurel du système de contrôle social. Un outil conçu pour briser le tissu familial, éradiquer la dissidence depuis sa racine biologique et rappeler à chaque citoyen que la loyauté n'est pas une décision personnelle, mais une obligation héréditaire qui s'étend à des générations non nées. En Corée du Nord, personne n'est en sécurité si son sang est considéré impur. La culpabilité s'hérite comme une maladie incurable qui condamne des familles entières à l'extinction planifiée. Crime sans sens, contrôle total sur le corps et l'esprit. Une mère court vers sa maison en flammes. Ses 2 petits-enfants sont pris au piège à l'intérieur, criant tandis que le feu consume les murs de bois. Sans hésiter, elle se lance entre les flammes, embrasse ses enfants et les sort sains et saufs. Les enfants ont des brûlures graves, mais ils sont vivants. Quelques jours après, la police arrête la mère. Son crime ne fut pas de mettre en danger ses enfants, mais de les sauver. Dans les murs de sa maison brûlaient des portraits officiels de Kim Il-sung et Kim Jong-il, et elle choisit de sauver ses enfants au lieu des images du leadership suprême. En Corée du Nord, les activités les plus fondamentales de la vie humaine ont été criminalisées et converties en délits qui peuvent se châtier avec des travaux forcés, prison indéfinie ou exécution publique. Des actes si quotidiens comme choisir une coiffure, écouter une chanson, professer une foi religieuse ou même sourire le mauvais jour constituent des crimes contre l'État qui justifient la destruction de vies humaines. La musique étrangère, spécialement le contenu sud-coréen, se considère une forme de guerre psychologique conçue pour corrompre la pureté idéologique de la jeunesse nord-coréenne. La loi contre la pensée réactionnaire de 2020 convertit la consommation de K-pop et drames coréens en délit punissable avec jusqu'à 15 ans de travaux forcés et, dans des cas graves, exécution publique. Les cas documentés révèlent la brutalité systématique de cette répression culturelle.
Un homme de 22 ans dans la province de South Hwanghae fut fusillé publiquement après avoir été découvert avec 3 films sud-coréens et 70 chansons dans son téléphone. En 2024, 30 adolescents entre 16 et 18 ans furent exécutés dans des places publiques de Hyesan, Sinuiju et Chongjin pour voir du contenu sud-coréen téléchargé depuis des mémoires USB lancées en ballon par des activistes du Sud. Même imiter l'accent sud-coréen constitue un délit sanctionnable. L'usage d'idiotisme, prononciation ou vocabulaire du Sud est surveillé constamment. Des étudiants ont été rapportés par des professeurs et envoyés à des programmes de réhabilitation linguistique où ils sont obligés de répéter des phrases dans le dialecte nord-coréen officiel jusqu'à ce qu'on considère qu'ils ont été guéris de leur contamination verbale. Le contrôle esthétique du régime s'étend à des aspects si personnels comme la coiffure et le vêtement. Entre 2004 et 2005, le gouvernement produisit un programme télévisé intitulé « Coupons-nous les cheveux d'accord avec le style de vie socialiste », conçu pour réguler l'apparence personnelle comme instrument de contrôle idéologique. Le programme identifiait publiquement des citoyens avec des coupes non autorisées, mentionnant leur nom, adresse et lieu de travail. Le présentateur du programme déclarait devant les caméras « Pouvons-nous confier un travail important à quelqu'un qui a les cheveux si décoiffés ? Pouvons-nous espérer qu'un homme avec cette mentalité désorganisée accomplisse bien son devoir ?» Ces déclarations publiques résultaient en humiliation sociale systématique, perte d'emploi et, dans des cas réitérés, envoi à des camps de rééducation. À la suite du programme, on installa des caméras cachées à Pyongyang et zones résidentielles pour identifier des violations esthétiques. Les hommes devaient maintenir des coupes de maximum 5 cm de longueur, tandis qu'aux femmes, on leur imposait l'usage exclusif de la coupe type bob officielle, sans franges longues ni variations stylistiques. La pratique religieuse constitue un des crimes les plus sévèrement châtiés en Corée du Nord. Le christianisme, le bouddhisme et toute forme de spiritualité sont traités comme délits politiques punissables de mort. Posséder une Bible se classifie comme propagation de superstitions et pensées contre-révolutionnaires. En 2011, Kwon Eun-som et sa petite-fille furent fusillés à Osong County pour distribuer des Bibles entre travailleurs et étudiants. Le régime utilisa leur exécution comme avertissement public, organisant des assemblées dans des usines et écoles où on expliquait de manière détaillée leurs crimes et on avertissait sur les conséquences de la contamination religieuse. Le citoyen états-unien Jeffrey Fowle fut arrêté en 2014 pour laisser intentionnellement une Bible dans les toilettes d'un restaurant, espérant que quelqu'un la trouve et se convertisse au christianisme. Après 5 mois de prison, il fut expulsé du pays, mais seulement parce que sa nationalité lui octroya de la valeur comme outil de négociation diplomatique. Kenneth Bae, citoyen sud-coréen d'origine états-unienne, fut condamné à 15 ans de travaux forcés pour activités évangéliques. Son cas généra de l'attention internationale, mais des milliers de Nord-Coréens ont été exécutés ou envoyés à des camps pour délits religieux identiques sans que le monde extérieur apprenne leur nom ou destin. Même des pratiques superstitieuses traditionnelles comme la divination sont châtiées de mort. En 2017, une femme de 20 ans fut exécutée par fusillade à Chongjin pour dire la bonne aventure à des voisins désespérés par orientation sur leur vie. En 2019, 2 jeunes devineresses furent exécutées à Hamgyong devant des dizaines de milliers de spectateurs accusés de comportements antisocialistes qui affectaient la préservation de l'ordre social. La consommation de pornographie, bien que naturelle dans toute société, est traitée comme traîtrise idéologique. Un adolescent de 15 ans fut envoyé à un camp de travail avec ses parents après avoir été découvert voyant du matériel sexuel tandis que ses parents n'étaient pas à la maison. Le régime considéra que la consommation de pornographie étrangère exposait les citoyens à des styles de vie alternatifs qui contredisent la narrative officielle sur la supériorité morale du socialisme nord-coréen. L'article 194 du décret sur conduite décadente établit que toute personne qui consomme du contenu qui reflète des aspects charnels ou grotesques sera châtiée avec des travaux forcés jusqu'à 5 ans et dans des cas où le contenu est étranger, peut justifier l'exécution. Même sourire peut se convertir en un crime dépendant du calendrier. Le 8 juillet, anniversaire de la mort de Kim Il-sung, est déclaré jour de deuil national.
Tout citoyen surpris souriant, parlant à voix haute ou montrant des signes d'allégresse peut être arrêté pour manque de respect envers le fondateur de la nation. Les citoyens doivent montrer une douleur visible, pleurer en public et participer à des cérémonies de vénération dans des statues officielles. La possession de portraits officiels du leadership suprême est obligatoire dans chaque foyer, mais est aussi réglementée strictement. Les portraits doivent se suspendre plus haut que tout autre objet, se maintenir immaculément propres et être parfaitement encadrés. Si les portraits sont sales, tordus ou situés incorrectement, les résidents peuvent être accusés d'outrage idéologique. La mère qui sauva ses enfants de l'incendie fut enquêtée pendant des mois pour avoir permis que les images du leadership suprême brûlent tandis qu'elle sauvait ses enfants. Un agriculteur qui courut sauver les portraits de la même maison fut déclaré héros national, tandis qu'elle fut condamnée par les médias officiels comme exemple de priorités idéologiquement corrompues. Ces criminalisations apparemment absurdes servent à une fonction systématique: éliminer tout espace d'autonomie personnelle, créativité individuelle ou pensée indépendante. Chaque aspect de la vie humaine doit être sujet au contrôle étatique. Chaque décision personnelle doit refléter loyauté politique. Chaque expression esthétique doit démontrer adhésion idéologique. Le contrôle de l'esthétique et la morale n'est pas un caprice autoritaire. C'est un composant essentiel du projet totalitaire. En criminalisant le goût personnel, l'expression culturelle et la recherche spirituelle, le régime tente d'effacer toute trace d'humanité privée qui échappe au contrôle politique. Chaque citoyen nord-coréen doit vivre sous la certitude que son apparence, ses préférences culturelles, ses croyances personnelles et même ses expressions émotionnelles sont en train d'être monitorisées constamment. La normalisation de cette surveillance totale a créé une société où la paranoïa est rationnelle, la conformité est survie et l'authenticité est traîtrise. En Corée du Nord, il n'existe pas de distinction entre le personnel et le politique. Tout acte privé est un acte public. Tout geste individuel est une déclaration idéologique. Tout moment de vie humaine est une opportunité pour démontrer loyauté à l'État ou pour commettre traîtrise. La criminalisation d'activités fondamentalement humaines a créé une société où être authentiquement humain constitue un délit capital. Purge interne, pouvoir construit sur des cadavres. Le 8 décembre 2013, pendant une réunion du Politburo à Pyongyang, 2 gardes armés entrèrent silencieusement au salon de conférence. Ils se dirigèrent directement vers Jang Song-taek, oncle politique de Kim Jong-un et une des figures les plus puissantes du régime. Sans explication, ils le menottèrent devant les ministres et généraux les plus hauts du pays. 4 jours après, Jang fut exécuté. Son crime officiellement déclaré: tenter de construire une faction personnelle et trahir le leadership suprême. Son crime réel: représenter une menace potentielle à la consolidation du pouvoir absolu de Kim Jong-un. Quand Kim Jong-un hérita le leadership de la Corée du Nord en décembre 2011, il avait 27 ans, manquait d'expérience politique significative et affrontait le défi de se légitimer devant une élite qui le considérait un leader transitoire. Sa réponse fut d'implémenter une des campagnes de purge les plus systématiques et brutales dans l'histoire du régime, éliminant toute figure qui pourrait représenter un centre alternatif de pouvoir ou influence. Entre 2011 et 2020, plus de 70 figures de haut rang furent exécutées, disparues ou dégradées. La liste inclut des ministres de défense, chefs d'état-major, directeurs d'agences d'intelligence, ambassadeurs, gouverneurs régionaux et membres de la propre famille Kim. Ces purges ne furent pas des réactions impulsives devant des menaces spécifiques. Elles constituèrent une stratégie planifiée de consolidation du pouvoir moyennant l'élimination systématique de toute compétition interne. Les premiers signaux de la campagne de purge apparurent des mois après que Kim Jong-un assume le leadership. Ri Yong-ho, chef de l'état-major général et figure clé dans la transition du pouvoir, fut retiré en juillet 2012 pour supposé motif de santé. Les rapports postérieurs révélèrent qu'il avait été purgé pour montrer résistance à accepter des ordres du nouveau leader qui n'avait pas encore consolidé son autorité sur l'appareil militaire. Le cas de Jang Song-taek marqua un point d'inflexion dans la brutalité et publicité des purges. Jang avait été une figure centrale dans le régime pendant des décennies,
marié avec la sœur de Kim Jong-il, contrôlait des réseaux économiques internes et externes, et beaucoup le considéraient le pouvoir derrière le trône pendant la transition. Son arrestation publique et exécution immédiate envoyèrent un message sans équivoque. Personne, sans importer sa position, histoire ou liens familiaux, n'était en sécurité de l'autorité absolue de Kim Jong-un. L'exécution de Jang fut annoncée moyennant un communiqué officiel de plus de 2700 mots qui détaillait ses supposés crimes, tenter d'établir une faction personnelle, traîtrise au leadership suprême, corruption financière et morale, et décadence idéologique. Le communiqué décrivait Jang comme une personne promiscue, corrompue et traîtresse qui avait tenté de saper la stabilité de l'État. Après sa mort, des dizaines de ses collaborateurs, familiers et associés furent arrêtés. En avril 2015, Hyun Yong-chol, ministre de la Défense, fut exécuté pour montrer manque de respect envers Kim Jong-un. Selon des rapports d'intelligence sud-coréenne, Hyun avait été vu dormant pendant un événement militaire et avait montré des signes d'insubordination dans des réunions privées. Son exécution fut réalisée avec un canon anti-aérien Pu-4 dans une base militaire de Pyongyang, assisté par des centaines d'officiers qui furent obligés d'observer comment le corps de leur supérieur était pulvérisé par l'artillerie. Les méthodes d'exécution utilisées pendant les purges furent délibérément brutales, conçues pour générer terreur maximum entre l'élite du régime. En plus du canon anti-aérien, on utilisa des mitrailleuses lourdes pour fusillade collective, spécialement dans des cas de corruption ou espionnage. Dans quelques cas, le feu d'artillerie détruisait complètement le corps, empêchant des enterrements formels et envoyant un message sur la finalité absolue du châtiment. L'échec du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï en 2019 résulta en une autre ronde de purge. Kim Hyok-chol, le négociateur principal nord-coréen, fut rapporté comme exécuté pour erreur dans la préparation des négociations. D'autres diplomates furent envoyés à des camps de travail ou disparurent des registres officiels. Le message était clair. L'échec dans le service aux leaders, sans importer les circonstances externes, se châtiait de mort. Les victimes des purges représentaient tous les secteurs du pouvoir nord-coréen. Généraux de l'armée populaire qui avaient participé à la guerre de Corée ou furent loyaux à Kim Jong-il, ministre responsable de politiques économiques ou avec liens internationaux, membres du cercle familial qui pourrait représenter des centres alternatifs de légitimité, diplomates qui commirent des erreurs dans des négociations, responsables de médias de communication qui échouèrent à contrôler des contenus non désirés, et officiers de rang moyen arrêtés pour délits apparemment mineurs comme s'endormir pendant des discours. Les motivations derrière les purges suivirent une logique stratégique claire. Kim Jong-un avait besoin d'éliminer des rivaux potentiels qui pourraient défier son autorité due à leur expérience, connexions historiques ou influence militaire. Chaque exécution servait comme démonstration de force pour le reste de l'appareil étatique. Les purges démantelèrent des réseaux historiques de pouvoir qui opéraient depuis les jours de Kim Il-sung, permettant à Kim Jong-un de reconstruire la structure du régime sous son contrôle direct. La rotation constante de hauts charges empêcha la formation d'alliances internes qui pourraient menacer le leader. En éliminant des figures avec charisme ou influence indépendante, Kim Jong-un s'assura le monopole symbolique du pouvoir, convertissant le leadership suprême en la seule source d'autorité légitime à l'intérieur du système. L'impact interne des purges a été profond et durable. La rotation forcée de ministres signifie que peu de hauts charges demeurent plus de 2 ou 3 ans dans leur position, empêchant l'accumulation d'expériences institutionnelles ou le développement de politiques à long terme. Le silence absolu sur arrestation et changement de personnel a créé une atmosphère où personne à l'intérieur du régime fait de commentaires sur disparition ou réorganisation administrative. Les réunions du parti montrent maintenant des fonctionnaires applaudissant mécaniquement sans expression émotionnelle visible, craintifs que tout geste soit interprété comme déloyauté. Les familiers des purgés perdent automatiquement leurs charges, propriétés et droits civils, étendant le châtiment à des cercles de plus en plus amples et créant une atmosphère de terreur héréditaire. Les purges ont établi une dynamique où tout fonctionnaire vit sous la possibilité constante d'être surveillé, dénoncé ou châtié sans droit à défense ou appel.
Cette incertitude permanente garantit obéissance absolue, mais paralyse aussi l'initiative politique et la prise de décisions indépendantes. La campagne de purge de Kim Jong-un ne fut pas expression d'instabilité ou paranoïa personnelle, mais l'implémentation rationnelle d'une stratégie de consolidation du pouvoir. À travers l'élimination systématique de rivaux potentiels, l'installation de la peur comme outil d'obéissance et la redéfinition de l'équilibre interne du régime, le jeune leader transforma un système qui opérait moyennant équilibre entre factions en une dictature personnelle absolue. Le résultat a été la création d'un appareil étatique où la survie politique dépend complètement de l'approbation personnelle du leader suprême. Il n'y a pas d'espace pour erreur, nuance ou indépendance de critères. La moindre montre d'autonomie peut se payer de la vie, non seulement de l'individu, mais de sa famille étendue. Les purges de Kim Jong-un ont perfectionné le modèle totalitaire nord-coréen, éliminant tout vestige de pluralisme interne et établissant un système où le pouvoir se concentre de manière si absolue que la volonté du leader se convertit en la seule loi fonctionnelle de l'État. Dans ce système, la loyauté n'est pas suffisante. On requiert dévotion totale, et même la dévotion ne garantit pas la survie.